On va démarrer cette session qu'on nous a fortement conseillé de parler en français, ce que nous allons faire. Je suis Jean-Christophe Debar, directeur de la Fondation FARM. FARM voulant dire Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. C'est une fondation qui a été créée il y a une douzaine d'années par des entreprises privées, notamment le Crédit Agricole, et également l'Agence française de développement, et puis quelques autres entreprises privées. La fondation FARM a été créée en fait avec un message très simple. Il y a une douzaine d'années, encore plus peut-être qu'aujourd'hui, l'agriculture, de manière générale, au niveau mondial, et particulièrement dans les pays en développement, était dans un sale état, dans une très mauvaise situation. Les prix étaient très déprimés depuis plus de 30 ans. Il y avait un état de pauvreté, de sous-investissement généralisé. Et la Fondation a été créée, au fond, donc, avec ce message assez simple de dire l'agriculture vaut mieux que ça. L'agriculture mérite qu'on y accorde, qu'on y pratique des bonnes politiques publiques. Elle mérite qu'on y investisse, évidemment dans certaines conditions qui vont satisfaire et les producteurs et les consommateurs. Mais voilà, encore une fois, un message simple. La situation a un petit peu évolué depuis, sur le plan de la situation agricole elle-même. Néanmoins, comme vous le savez sans doute, parce que ça revient régulièrement dans l'actualité, il y a une bonne partie de la population mondiale qui ne mange pas à sa faim. À peu près 800 millions d'habitants aujourd'hui, 800 millions d'habitants qui sont essentiellement concentrés en Asie du Sud, Inde, Chine, Bangladesh, et en Afrique subsaharienne. Ce sont vraiment les deux régions qui concentrent l'essentiel des gens qui souffrent de la faim. Alors on aimerait dans cette session faire un focus sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Vous donner, je ne sais pas s'il faut dire quelques points de repère, en tout cas, d'une part, c'est ce que je ferai, un panorama un petit peu général de la situation de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis ensuite, Lionel Baguidi rentrera davantage dans le détail de la situation en Afrique subsaharienne et en nous parlant plus précisément peut-être du secteur des productions animales. Peut-être Lionel, si tu veux te présenter avant qu'on rentre dans le sujet. Je suis Lionel Ouaguedi, je suis vétérinaire de formation. Donc je dirige un bureau d'études en matière qui fait du conseil en santé et en production animale en Afrique de l'Ouest. Je travaille essentiellement actuellement sur le Bénin et sur la Côte d'Ivoire. Donc je travaille sur tout ce qui est conseil aux producteurs pour le développement de leur production, pour le contrôle des maladies et voilà ce que je peux dire pour le moment. Ok. Ben, je vous propose donc qu'on commence directement par voilà, un tableau, un panorama un peu général qui vise à montrer comment, en quels termes se pose la question notamment donc de la faim et qui va donc renvoyer bien sûr à la situation de l'alimentation et de l'agriculture. Alors, quand on regarde la situation de l'alimentation, le constat est assez brutal, si on peut dire. Encore une fois, je me concentre là sur la région Afrique du Nord, enfin Afrique subsaharienne, et puis Afrique du Nord, Moyen-Orient, MENA en anglais. L'Afrique subsaharienne, 220 millions d'habitants qui souffrent de la faim, 220 millions de personnes qui souffrent de la faim. Disons-le tout de suite, il y a parfois certaines ambiguïtés, c'est peut-être pas exactement le mot, en tout cas relative imprécision. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir de la faim? Bon,
il y a une définition qu'a adoptée la FAO qui consiste à essayer de comparer les besoins et ce qui est véritablement consommé ou ce qui peut être consommé par les individus. Je passe sur le détail des calculs, tout ça est parfois discutable probablement, mais au moins ça offre le mérite d'avoir un suivi dans le temps qui permet véritablement de comprendre les évolutions. 220 millions d'habitants souffrant de la faim, c'est pratiquement un quart de la population. Vous voyez, c'est énorme. Alors, on peut regarder ça avec le versant positif, qui est de dire que en pratiquement 25 ans, depuis le début des années 90, le nombre de personnes souffrant de la faim en Afrique subsaharienne a quand même diminué d'un tiers. Mais il reste tout à fait important. Dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, 33 millions d'habitants, de personnes qui souffrent de la faim, un petit peu moins de 8% de la population. Il y aurait là, en réalité, en tout cas d'après les statistiques de la FAO, une légère augmentation depuis 25 ans. Bon, disons que c'est un chiffre qui a assez peu bougé, avec quand même un pourcentage qui reste relativement élevé, même s'il est beaucoup moins fort qu'en Afrique subsaharienne. Pour être complet, ou en tout cas pour préciser un petit peu les choses, quand on parle de la situation alimentaire, il n'y a pas que la faim. Il y a même de plus en plus d'autres problèmes, d'autres questions qui se posent. Dans la communauté agricole ou alimentaire, on a l'habitude de parler de double fardeau. Double fardeau, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois la faim et l'obésité. La sous-nutrition et la surnutrition, si on peut dire. Et de fait, au niveau mondial, les statistiques, là encore, ne sont pas toujours extrêmement précises. On pense aujourd'hui qu'il y a plus de personnes qui souffrent de l'obésité ou du surpoids que du manque de nourriture en tant que tel. C'est ce qu'on constate effectivement dans des pays en développement, mais pas uniquement. Les pays développés sont bien sûr tout à fait touchés également. Et puis il y a la question du déficit en microéléments, zinc, fer et autres. On appelle ça parfois la faim cachée. Ça produit des effets très dévastateurs, en particulier sur les jeunes enfants. C'est extrêmement préoccupant, ça touche des centaines de millions de personnes, même si là encore les statistiques manquent un peu. Mais voilà, c'est un autre aspect du problème de l'alimentation. Les causes. Pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on a, en particulier donc en Afrique subsaharienne, tant de personnes, tant de pourcentage de la population qui souffre de la faim? Alors, il y a quelques raisons évidemment évidentes. La première, dans cette région, en particulier dans les régions dont on parle, c'est les guerres et les conflits. Inutile de trop m'étendre, je crois, là-dessus. Prenez l'Afrique subsaharienne, voilà. Que vous regardiez l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est, les conflits parfois très importants sont là. Et bien sûr, ils ont un effet dévastateur sur la situation alimentaire, à commencer par le fait que les paysans ne peuvent plus produire ou beaucoup moins qu'avant. C'est un peu une évidence, mais il faut le rappeler. De manière beaucoup plus structurelle, la question de la faim, c'est d'abord une question de pauvreté. J'insiste un tout petit peu là-dessus. On a parfois, il y a parfois comme un réflexe qui est de dire, quand on pense à la faim, oui, ils n'ont pas assez à manger. Oui, on peut voir les choses comme ça. Bien sûr que la question de la disponibilité et produire suffisamment est importante, mais en réalité, la première chose, c'est le fait de pouvoir avoir un pouvoir d'achat, si on peut dire, suffisant pour pouvoir se procurer de la nourriture. Ou bien, si on est complètement dans l'autosubsistance, ce qui est le cas encore d'une grande partie de la population, effectivement, là, de produire assez pour pouvoir nourrir sa famille. Alors, c'est très intéressant, je crois, de comparer les chiffres ou les pourcentages de personnes qui souffrent de la faim et ceux qui sont touchés par la pauvreté. Alors, de manière statistique, la Banque mondiale définit ce qu'on appelle l'extrême pauvreté par le fait que, voilà, si vous disposez de moins de $1,09 en parité de pouvoir d'achat par jour,
vous êtes considéré comme vivant dans l'extrême pauvreté. Si on considère ce critère, vous avez plus de 40% de la population en Afrique subsaharienne, beaucoup moins en Afrique du Nord, Moyen-Orient, vous voyez, mais plus de 40% en Afrique subsaharienne qui est donc dans l'extrême pauvreté et qui donc, voilà, n'a pas assez pour acheter pour se nourrir. Alors, il se trouve, ça résonne parfois un peu comme un paradoxe, que les personnes qui sont le plus affectées et par la pauvreté et par la faim sont dans le monde rural. Et on peut même presque dire, avec un tout petit peu d'exagération, mais à peine, que ce sont des agriculteurs. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de la faim sont celles qui produisent la nourriture. Pourquoi? Parce que, alors bon, déjà, statistiquement, quelques enquêtes qui montrent qu'en fait, 3/4 de ceux qui vivent dans l'extrême pauvreté vivent de l'agriculture. Donc, pour aller vite, je dirais que ceux qui sont les plus pauvres sont donc des agriculteurs ou qui vivent de l'agriculture. Qui sont ces très petits agriculteurs qui souffrent de la pauvreté et de la faim? Donc ils vivent sur des toutes petites exploitations, ils ont des rendements qui, si on les compare aux rendements qu'on peut avoir dans les pays développés, sont quoi? Dans un ratio de 2 fois, 3 fois inférieur à peu près en moyenne, ça dépend bien sûr des cultures. Donc ils vivent sur des toutes petites surfaces, et ce qu'ils produisent ramené par individu est extrêmement faible. Vous avez dans ce tableau quelques points de repère là encore, mais je crois que c'est extraordinairement parlant. Ce tableau, qui est tiré des indicateurs de la Banque mondiale, est un indicateur finalement de ce qu'on appelle, en termes techniques, la productivité du travail en agriculture. Pour le dire peut-être de manière plus simple, c'est au fond combien gagne ou combien produit une personne qui travaille en agriculture dans les différentes régions du monde. Alors vous voyez, en Afrique subsaharienne, on est autour de 1200 $ par personne. Dernière ligne du tableau, on est à 30 000 dans les pays riches. L'Afrique du Nord, Moyen-Orient est autour de 6 000. Bon, 1200 en Afrique subsaharienne, en réalité, ça inclut l'Afrique du Sud. Si vous enlevez l'Afrique du Sud du tableau, vous êtes plutôt dans un rapport de 500 $ à 1 000 $ par personne travaillant dans l'agriculture. Donc on est dans des ratios d'écart de productivité, d'écart de revenus, si on simplifie, entre le paysan moyen d'Afrique subsaharienne et le paysan moyen d'un pays riche, si tant est que ces moyennes aient un sens, elles en ont un à peu près quand même, dans des ratios de quoi 30 fois, 50 fois inférieurs. Donc il faut vraiment prendre la mesure de ces écarts de richesse finalement et de revenus qui sont donc extrêmement importants. Alors on est donc dans cette situation-là. Il se trouve que en plus de ça, en quelque sorte, dans les 30 ou 40 prochaines années, le monde en général, mais plus particulièrement l'Afrique, vont devoir relever une série de défis tout à fait considérables. Citons-en 3 principalement. Il y a le défi de pouvoir répondre à la croissance de la population. Vous savez que la population en Afrique va pratiquement doubler d'ici à 2050. On va passer en gros de 1 milliard à 2 milliards, voire même un petit peu plus, nombre de personnes. Il y a également une forte croissance dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Il va donc effectivement falloir fournir de la production en essayant bien sûr de faire en sorte que, que la nourriture qui sera utilisée ne vienne pas uniquement des importations pour ne pas trop dépendre des importations qui de toute façon ont déjà beaucoup augmenté, les importations de produits alimentaires en Afrique ces dernières années. Une population donc plus nombreuse, plus riche, plus fort pouvoir d'achat, plus urbaine également, qui vivra à peu près à moitié dans les villes d'ici 2050, avec des changements de consommation, davantage de protéines, on verra ça avec Lionel tout à l'heure, davantage de produits transformés également. Bref, il y a tout un défi qui n'est pas uniquement quantitatif, qui est également qualitatif, avoir les moyens de fournir le type d'aliments qui correspondra à la demande. C'est le premier défi. Un deuxième défi, c'est celui du changement climatique. Pour l'agriculture africaine, le défi du changement climatique, c'est d'abord l'impact sur les surfaces et sur les rendements.
d'une manière très générale, alors c'est un sujet assez compliqué parce qu'en réalité, il faudrait multiplier les estimations qu'on peut faire selon les pays, bien sûr, et selon les cultures. Enfin, d'une manière générale, il y a un quasi-consensus pour dire qu'en Afrique, globalement, sur la production agricole, l'impact du changement climatique devrait être négatif, c'est-à-dire peser et sur les surfaces et sur les rendements. Alors certes, il y a beaucoup de terres disponibles en Afrique, qu'on peut mettre en valeur à certaines conditions, on pourra y revenir, mais néanmoins, donc, l'effet du changement climatique, en particulier sur les rendements, risque d'être considérable. Et puis il y a la question de la perte de la biodiversité. Perte de biodiversité qui est bien documentée, vous le savez aujourd'hui, avec, si vous voulez, un élément assez simple, peut-être un peu simpliste parfois, mais qui est, je crois quand même, traduit une certaine vérité. Si on n'arrive pas à augmenter les rendements suffisamment, on accroîtra, on augmentera les surfaces cultivées, et augmenter les surfaces cultivées, ça risque de se faire au détriment notamment de la forêt ou de manière générale des écosystèmes que l'on cherche plutôt à protéger. Voilà, pour terminer, quelques réflexions. D'abord, pour dire que, à la différence de ce qu'on a constaté en Asie et en Amérique latine dans les années, fin des années 60 et puis les années 70, l'Afrique, d'une manière générale, n'a pas connu sa révolution verte, n'a pas fait sa révolution verte. Vous savez qu'on fait allusion, quand on dit révolution verte, on fait allusion justement à ce progrès très fort qui a eu lieu au début des années 70, avec la disponibilité de nouvelles variétés, accompagnées d'utilisation d'engrais, de pesticides, d'intrants, qui ont permis véritablement à ces pays en Asie et en Amérique latine de faire un véritable bond dans la productivité et la production. L'Afrique n'a pas connu ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dire oui, mais au fond, finalement, c'est peut-être pas plus mal, parce que du point de vue environnemental, ils n'ont pas mis trop d'engrais, ils n'ont pas mis trop de pesticides, etc. Bon, c'est tout un débat dans la communauté du développement. On fait plutôt partie de ceux à Farm qui pensent que le niveau d'intrants, d'engrais, de pesticides qui sont consommés en Afrique est d'une manière générale bas, très faible, et il y a encore de toute façon une marge de progrès très forte. Le premier objectif, à mon sens, étant d'abord peut-être d'améliorer la situation économique des agriculteurs. Alors, il n'y a pas eu de décollage. Quelles sont les conditions à réunir pour qu'ait lieu ce décollage de l'agriculture africaine? Et je rappelle donc essentiellement dans le sens d'une intensification, c'est-à-dire le fait de pouvoir produire plus par hectare. Certes, il y a des surfaces disponibles, il faut les mettre en valeur, on pourra les mettre en valeur à certaines conditions, mais l'objectif numéro un, c'est véritablement l'intensification. Alors même si ce mot, intensification, on pense tout de suite à des choses négatives. Non, l'intensification, c'est bien en soi, c'est économique, c'est pouvoir tirer le maximum de ce qu'on peut de chaque parcelle de terre. Alors, les conditions, elles sont multiples, je ne vais pas trop m'y étendre, mais simplement 2 ou 3 points. D'une manière peut-être qui peut sembler un peu paradoxale, en Afrique, comme ça a été le cas en Occident et dans beaucoup d'autres pays, l'avenir de l'agriculture, il est en grande partie hors de l'agriculture. C'est-à-dire que si vous avez une croissance de l'industrie et des services qui est capable d'absorber l'excédent de main-d'œuvre, car il faut bien le dire, il y a un trop-plein de main-d'œuvre agricole aujourd'hui, eh bien ça permettra à ceux qui resteront en agriculture de s'agrandir, de vivre mieux d'une manière générale. Le problème pour l'Afrique subsaharienne, c'est que quand on regarde dans les 20-30 ans à venir, quelles sont exactement les perspectives d'emploi dans l'industrie et les services comparées au fort taux d'accroissement de la population, d'une manière générale, on n'a pas tellement de raison d'être optimiste sur la capacité des autres secteurs économiques à absorber ce supplément de main-d'œuvre. L'avenir de l'agriculture va beaucoup dépendre également de la capacité de la transformation alimentaire à pouvoir transformer donc les produits agricoles et les acheminer vers les marchés, vers les villes en pleine croissance. Sinon, si on regarde l'agriculture elle-même, et donc ce qu'il faut faire pour les agriculteurs, il y a véritablement tout un tas de mesures. Alors, on peut les énumérer, faire en sorte que les agriculteurs aient accès à la terre
soient en sécurité sur les terres, qu'ils n'en soient pas chassés par des gros investisseurs qui demain vont leur dire « Non, désolé, l'État nous a donné quelques milliers d'hectares et on va s'installer là ». Bon, il y a l'accès au crédit, il y a l'accès aux engrais, aux intrants, il y a tout ce qui est de l'ordre de la recherche, extension, c'est-à-dire vulgarisation. L'enjeu étant véritablement d'arriver à concilier une agriculture qui respecte l'environnement, mais qui soit de plus en plus productive. Donc il y a un gros défi pour la recherche. Il y a des pistes, bien sûr, il y a des choses qui se font, mais c'est un très gros défi à relever. Il y a bien sûr tout ce qui relève de l'accès au marché, à commencer par les infrastructures physiques. On peut dire probablement que construire une voie de communication, une route, une voie de chemin de fer peut faire beaucoup plus pour la situation générale de l'agriculture des paysans que peut-être investir dans l'agriculture proprement dite. Et là, on l'a vu hier avec la question des voies ferrées. En Afrique, comparé à l'Inde, il y a manifestement beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Il y a le fait également, dans l'accès au marché, de pouvoir amener, si on peut dire, les petits agriculteurs au marché, c'est-à-dire faire en sorte que, oui, ils arrivent à vendre. Alors pour arriver à vendre, il faut déjà arriver à produire. Or, beaucoup de tout petits agriculteurs n'ont pas accès au crédit, n'ont pas accès aux intrants d'une manière générale. Donc c'est la première étape, elle est là. Et deuxième étape, quand vous arrivez à produire, encore faut-il que vous soyez dans les bons canaux de transformation et de distribution. Et donc que vous soyez intégré dans des filières, dans des chaînes de valeur qui permettent à ces millions de petits agriculteurs qui individuellement n'ont aucun poids économique de pouvoir accéder dans des conditions décentes, rémunératrices au marché. Il y a la question de la gestion des risques, des assurances par exemple contre le climat, le fait de pouvoir disposer d'un certain niveau de protection à l'importation. C'est un sujet un petit peu tabou ça dans le développement. Il ne faut pas trop parler à la Banque mondiale de protection à l'importation parce qu'on ne va pas très loin dans la discussion. Et pourtant, manifestement, clairement, il en faut dans ces pays-là. Il y a la question bien sûr également de renforcer les organisations de producteurs. Ces millions de tout petits agriculteurs, encore une fois, n'ont aucun poids, très peu de poids individuellement. S'ils n'arrivent pas à se regrouper pour produire en commun, en tout cas vendre en commun, accéder aux moyens de production dans des conditions décentes, ils n'arriveront à rien. Donc il y a là un énorme enjeu de faire en sorte que les coopératives, les groupements de producteurs d'une manière générale, soient plus efficaces et véritablement arrivent à améliorer le revenu des agriculteurs. Voilà. Il y a manifestement depuis quelques années un intérêt renouvelé dans l'agriculture en Afrique, de la part du secteur privé bien sûr qui voit un énorme marché potentiel, à juste titre, c'est un potentiel absolument phénoménal, de la part également des gouvernements et des bailleurs de fonds qui bien sûr s'intéressent pour des raisons évidentes d'abord à la sécurité alimentaire, mais également à la lutte contre la pauvreté et à l'emploi. Au fond, je crois qu'il faut considérer le problème, ou pas le problème, enfin les problèmes, mais également les solutions qui peuvent être apportées par l'agriculture sous ces trois chapitres. Ils sont très liés. Il y a la question de la sécurité alimentaire, il y a la question de la lutte contre la pauvreté, et il y a la question de l'emploi. Tout ça est intimement mêlé. On ne peut pas répondre à un défi, je crois, sans véritablement avoir un impact sur les autres. Si on ne relève pas ces trois défis, se posera de plus en plus une question qui en réalité se pose déjà aujourd'hui, qui est celle de la sécurité globale. Des personnes en population de plus en plus nombreuses qui ont faim, qui sont pauvres, qu'est-ce qu'elles font? Soit elles partent ailleurs, si elles y arrivent, soit elles cassent tout. Et elles provoquent évidemment des guerres, des troubles et des conflits, et de manière, disons, avec quelques justifications. Donc la question de la sécurité, réellement, est très liée à celle de la faim. Voilà. Et disons simplement qu'il y a, depuis quelques années, un accroissement des investissements publics en Afrique, c'est vrai. Il est quand même encore très loin du compte. Je prendrai un seul chiffre. En 2003 et puis en 2014, les gouvernements africains se sont engagés, les 54 gouvernements africains se sont engagés à dépenser au moins 10% de leurs dépenses publiques pour l'agriculture.
Bien, l'engagement a été pris en 2003, renouvelé en 2014. Aujourd'hui, d'après les derniers chiffres qu'on a qui remontent à 2014-2015, sur ces 54 pays, il y en a juste 5 qui arrivent à remplir cet engagement de dépenser à peu près suffisamment pour l'agriculture. Voilà. Une dernière réflexion pour finir. Encore une fois, je reviens à ce réflexe qu'on a souvent quand on parle de sécurité alimentaire et de dire il faut produire plus. Oui, certes, il faut produire plus, mais je dirais que, à mon sens, la principale inquiétude pour les années à venir n'est pas forcément celle d'arriver à produire plus. Avec la technologie qu'on a, avec les investissements qui arrivent, je ne suis pas trop pessimiste là-dessus, même si le défi est considérable. Il va falloir plus que doubler la production agricole en Afrique dans les prochaines décennies. Donc, bien sûr qu'il y a là un énorme chantier. Mais il y a une question qui est rarement abordée en réalité, qui est le fait de dire qui va produire ? Qui va produire, qui va bénéficier de l'augmentation de la production? Est-ce que ce sont les millions, les dizaines, les centaines de millions de petits, voire tout petits agriculteurs? Ou bien est-ce que l'augmentation de la production va être essentiellement le fait d'une poignée, ou en tout cas d'un nombre relativement réduit, de grandes exploitations? Voilà. Évidemment, on pourrait facilement imaginer que les conséquences sociales et sur la stabilité socio-économique, sociopolitique du pays ne seront pas du tout les mêmes selon qu'il y aura tel type de modèle de développement ou tel autre. Voilà. Merci. Je passe la parole à Lionel. Donc je vais en fait essayer de présenter de façon générale, dans le cadre d'être un peu plus spécifique par rapport à la région du Sahel en Afrique, quelle est la contribution donc de l'élevage à la sécurité alimentaire dans cette région. Juste pour rappel, cette région donc s'étend à peu près donc de l'océan Atlantique donc à la mer Rouge, couvre à peu près 3 millions de kilomètres carrés. Il y a 12 pays qui sont dans la zone, 100 millions de personnes y vivent et tout. On a des pâturages naturels dans cette région, des herbacées qui sont pérennes, présentes, et voilà, quelques acacias et tout. Donc c'est une région où il y a du pâturage naturel, c'est ce qu'on doit retenir. Dans cette zone-là, en matière d'élevage, 3 grands types d'élevage se font. Il y a cet élevage dit transhumant, nomade, le pastoralisme, où on a des bovins, des petits ruminants, des chameaux qui sont présents. La caractéristique, c'est que pendant la période, la saison sèche, les éleveurs donc font déplacer leurs animaux vers le sud, et donc ils remontent après une fois que donc la saison des pluies revient dans leur région. L'autre type d'élevage, c'est un élevage de type agropastoral qui combine donc l'élevage et l'agriculture. C'est des éleveurs sédentaires donc qui gardent les animaux essentiellement donc pour leur propre subsistance, pour les travaux agricoles, l'utilisation des animaux donc dans la culture à télé, la traction animale, et ils utilisent également, voilà, ils vendent ces animaux en cas de soucis quand ils ont des difficultés et tout pour faire face à leurs besoins. Il s'est développé évidemment autour des villes et au sein des villes des élevages semi-industriels, surtout l'élevage de volailles, l'élevage de porcs, donc qui nourrissent les villes dans la région. L'élevage dans cette région occupe une place vraiment très importante, tel qu'on le voit un peu sur ce tableau. J'essaie de regrouper un peu la participation de l'élevage au produit national brut dans ces pays. On voit que ça varie quand même, ça va jusqu'à 18% en ce qui concerne le Burkina Faso, un peu moins pour le Sénégal parce qu'il y a d'autres produits agricoles. Et en moyenne, voilà, 8 à 10 millions de bovins, beaucoup plus de petits ruminants, jusqu'à 36 millions au Mali. Et tous ces pays-là, en fait, leurs principaux débouchés pour le moment sont donc les pays de la côte, que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, où ils exportent donc chaque année en moyenne entre 200, 300, 500 000 têtes de leurs animaux vers ces pays-là. Donc,
l'élevage occupe une place importante dans l'économie de ces pays-là. Ça aussi, c'est juste pour vous donner quelques informations sur donc, la production. On estime en 2010 que cette région produisait à peu près 20 millions de tonnes de viande et à peu près 2 millions de tonnes de lait. Pour ce qui est de la contribution donc, de l'élevage à la sécurité alimentaire dans cette zone, je vais l'aborder sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est celui de la contribution directe à l'alimentation, comme vous l'imaginez bien. Ce graphique nous montre en fait à peu près que dans la zone rurale, dans cette région-là, la viande et le poisson représentent à peu près 16% donc contribuent à 16% au niveau du régime alimentaire et également en milieu urbain à peu près 22%. L'intérêt des denrées d'origine animale, en fait, c'est des sources d'énergie et de protéines intéressantes, mais surtout, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des sources de micronutriments qu'on ne retrouve pas souvent dans des régimes qui sont entièrement à base donc, de végétaux. Il s'agit donc de la vitamine A notamment, de calcium, du zinc et un certain nombre d'acides gras qu'on ne retrouve pas directement dans des régimes purement à base de végétaux. Donc ça a un intérêt surtout dans cette région pour, comme on l'a un peu expliqué tout à l'heure, pour les personnes vulnérables comme les enfants, comme les femmes enceintes, etc. où voilà, ça permet de résoudre de façon très rapide donc, ces problèmes de malnutrition. On a également cet aspect donc, de source de revenus. L'élevage constitue pour ces populations une source importante de revenus. Je ne sais pas si ça se voit très bien là, mais par exemple, dans le cadre des élevages de type pastoral, c'est plus de 55% de leurs revenus qu'ils tirent donc des produits animaux, tandis que dans les élevages mixtes, ça va jusqu'à 33%, ce qui montre vraiment quand même que ça occupe une place très importante dans leurs revenus. Ces revenus sont tirés de la vente directe donc des produits animaux, mais également de frais qu'ils peuvent tirer par exemple de la location de leurs animaux pour faire l'attraction animale ou les labours sur d'autres champs ou bien assurer même des services de transport. Et ça permet à ces gens donc de s'acheter de la nourriture, donc des céréales notamment, ou des intrants agricoles évidemment pour pouvoir donc améliorer leur production agricole. Dans les systèmes mixtes, l'élevage où les animaux sont vus comme étant donc permet de réduire les risques qui sont liés à la production agricole et donc ça permet à l'éleveur d'atténuer éventuellement quand il a des problèmes avec ses cultures, de pouvoir donc avoir de l'argent disponible pour pouvoir encore une fois faire face à ses besoins. L'autre point, c'est la création d'emplois. La création d'emplois, l'élevage en tant que chaîne de valeur agricole, dans toutes les étapes, permet donc de créer beaucoup d'emplois dans la zone. En tant que source d'énergie, ça je l'avais évoqué tout à l'heure, parce que l'attraction animale demeure toujours, disons, la source d'énergie la plus intéressante en termes de coûts pour ces petits élevages. Ça a été évoqué tout à l'heure donc dans la présentation qui est passée. On voit la croissance de la demande en viande dans la région qui est importante. Je voulais juste montrer deux choses. Ici, on a les petits ruminants et donc les bovins. Et on voit très bien que la croissance de la production est très importante par rapport aux importations, ce qui n'est pas le cas du porc et de la volaille qui sont toujours sur la menace, je dirais, donc des importations de produits congelés, notamment de l'extérieur. Donc, on a un vrai potentiel en ce qui concerne la viande bovine et la viande des petits ruminants pour assurer l'augmentation de la demande, pour répondre à l'augmentation de la demande en viande dans la région, alors qu'en ce qui concerne la volaille et le porc, se basant sur ce qui se passe maintenant, on a un vrai risque que cette demande soit couverte plus par les importations que par donc la production locale. Donc il y a des choses encore à faire à ce niveau. Voilà. On a, au cours d'un atelier, il y a quelque temps au Sénégal, demandé à des éleveurs nomades, donc qui font du pastoralisme, bon, quels sont les vrais problèmes, quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face vraiment et qui
font pas que vous arriviez à développer votre élevage. La première réponse qui était venue a été le manque donc de pâturage. Ensuite, ils ont parlé des points d'eau, ils ont parlé des problèmes de maladies animales, les conflits, on en a parlé tout à l'heure parce qu'il y a de véritables conflits aujourd'hui. La transhumance ne se fait plus, devient de plus en plus conflictuelle. À chaque fois qu'on déplace ces animaux, ça termine en conflit, parfois vraiment avec mort d'hommes et tout, et c'est un véritable problème qui se gère à l'échelle même des organisations régionales actuellement. Les couloirs de migration sont de plus en plus petits, il n'y a pas de... Parce que hier où les gens faisaient passer leurs animaux, aujourd'hui les agriculteurs s'installent, donc une fois que les éleveurs passent, les animaux détruisent les cultures et ça amène donc des conflits. On a l'accès au marché, ça a été également évoqué, et le manque donc de crédit pour assurer donc leur production. Et suite à cet atelier, on a essayé donc de voir un peu quels sont les principaux axes qu'on pouvait explorer pour pouvoir améliorer donc renforcer donc la contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire dans la région du Sahel. Et l'un des premiers points, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était en fait on a finalement vu qu'il fallait donc améliorer la gestion durable donc des ressources naturelles et sécuriser l'accès donc de ces éleveurs à tout ce qui est ressources naturelles, l'eau et le pâturage. En ayant l'esprit évidemment qu'on veut essayer de réduire donc les conflits qui peuvent apparaître et leur permettre donc de continuer à développer leur production, parce qu'aujourd'hui, dans certains pays, 80% de la viande vient de ce type d'élevage. Donc on ne peut pas, en tout cas à l'heure actuelle, les négliger sans risque sans faire peser de risques sur la sécurité alimentaire. Le deuxième point a été donc de faciliter l'accès au marché. On l'a clairement vu. Plus les gens ont la possibilité donc de vendre leurs produits, plus ils ont la possibilité d'acheter donc des denrées alimentaires, des services, ce qui va permettre donc d'améliorer leurs conditions de vie évidemment et améliorer la productivité des animaux dont ils disposent. Et donc les axes sur lesquels travaillent actuellement les principales organisations et les projets, notamment un projet de la Banque mondiale, c'est essentiellement ça, travailler à améliorer donc l'accès au marché donc pour les producteurs. On a également évoqué la protection des nomades parce que justement avec ce mode de vie nomade, ils n'ont presque pas droit sur les terres, sur les points d'eau, sur les pâturages. Et donc, ça pose de véritables problèmes, ça menace carrément même donc leur existence, ça menace ce mode d'élevage parce qu'ils n'ont pas de possibilité donc de pouvoir revendiquer certains pâturages qu'ils utilisent depuis plusieurs années. Et donc aussi on s'est rendu compte qu'il est devenu important que l'État, dans des régions par exemple où les services privés, notamment les services vétérinaires ou les cabinets vétérinaires ne sont pas disponibles, que l'État puisse continuer par exemple à leur fournir des services. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les maladies chez les animaux constituent une des véritables contraintes pour le développement de cet élevage. Et enfin, on a parlé également de la question donc de l'investissement dans une intensification durable. Voilà, je mets le mot également, je dirais, entre griffes, des systèmes de production animale en Afrique. Parce que, comme on l'a bien évoqué, les rendements actuellement au niveau de l'élevage et de l'agriculture sont très très faibles en Afrique et donc une petite intensification, les résultats d'une petite intensification se verraient très très vite et très rapidement sur tout ce qui est disponibilité alimentaire et donc va favoriser la sécurité alimentaire et l'amélioration des revenus donc, des producteurs. Voilà un peu ce que je voulais rajouter en ce qui concerne la contribution de l'élevage. Merci Lionel. Je voulais encore poser une question sur le même thème. Je voudrais savoir le rôle des femmes dans l'agriculture et comment est-ce qu'il peut évoluer dans un sens ou dans l'autre.
Alors je vais répondre et je pense que Lionel aura aussi des choses à dire. Moi je dirais simplement que, alors je n'ai pas le chiffre exactement sur le nombre de femmes, j'allais dire chefs d'exploitation, mais si on pose la question comme ça, on aura une mauvaise réponse. Le rôle des femmes dans la production agricole, disons ça comme ça, est tout à fait important, a été considérablement sous-estimé depuis tout le temps, ou presque. Et depuis tout récemment, c'est intéressant de voir, vraiment tout récemment, quand on regarde les quelques messages clés que les grandes organisations internationales veulent faire passer, veulent inscrire dans le débat, pratiquement au premier rang des 3-4 grands sujets, vous avez les questions de gender, donc de genre, et plus précisément la question du comment mieux valoriser le rôle de la femme dans l'agriculture. Mais bien évidemment, quand on pose aussi cette question-là, en réalité, ça renvoie à des choses qui sont extrêmement profondes, variées et profondes, puisqu'on touche à la culture, à l'histoire, enfin des choses très, très, très profondes. Alors comment arriver un petit peu de manière extérieure, en quelque sorte, à insuffler du changement, de l'amélioration, concevoir que le problème est grand, mais voilà, il y a une prise de conscience de ça qui est tout à fait forte, et donc des programmes qui se mettent en place, qui essayent de valoriser en particulier le rôle des femmes. Moi, je voudrais parler à Lionel du rôle des épidémies. On sait que les épidémies naissent souvent en Afrique. Bon, elle n'épargne pas d'ailleurs des pays comme la France avec la grippe aviaire, etc. Donc alors, il y a la grippe aviaire, il y a aussi le fait que dans certains pays d'Afrique, peut-être pas l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique centrale, les personnes n'ayant pas suffisamment de viande vont chercher des animaux dans la bourse, et ceci, effectivement, est une source d'épidémies. Ensuite, les épidémies, évidemment, maintenant, avec la facilité du transport aérien, se propagent partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser du rôle des épidémies et de leur prévention par la nourriture ? Oui, je pense que c'est un point très important parce que dans plusieurs régions, notamment donc en Afrique centrale, consommer de la viande de brousse, c'est culturel, c'est naturel, je dirais. Ça a été toujours comme ça. Ces populations, c'est des régions qui sont d'abord très peu intéressantes pour l'élevage en tant que tel. Je parle des régions de forêt en Afrique centrale. Donc les populations étaient toujours habituées à faire donc de prélèvements, je dirais, dans la nature d'animaux pour pouvoir se nourrir. Ça, on parle aussi de sécurité alimentaire là. Et c'est vrai que depuis quelque temps, on a constaté, comme tu l'as dit, qu'il y avait un vrai risque maintenant parce qu'en fait, on va de plus en plus loin, je dirais, dans les forêts. Le prélèvement n'est plus un prélèvement à minima comme il était dans le temps, avec un équilibre avec la population sauvage. Et donc, on commence en fait vraiment par menacer, je dirais, donc la faune sauvage. Et ça s'est traduit, donc, dans certains cas, par le fait qu'on est allé chercher donc des animaux qui étaient malades. Et ces maladies se sont révélées être parfois donc constituent une vraie menace pour la santé humaine. Ça a été le cas notamment par exemple d'un virus comme Ebola dans certaines régions dans le temps et comme d'autres qu'on est en train de découvrir actuellement, plusieurs études étant en cours dans cette région. Et je pense que dans ces régions, ce qui a été fait depuis quelques années, c'était d'essayer maintenant donc d'amener ces populations à pouvoir développer des activités d'agroforesterie par exemple, pour éviter donc que les prélèvements continuent dans la nature. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a travaillé avec eux aussi pour les faire rentrer dans ce qu'on appelle le réseau de surveillance des maladies, pour que aujourd'hui, si vous découvrez par exemple un animal malade, vous puissiez le signaler au service vétérinaire ou au service de santé le plus proche pour que l'information soit remontée. Donc, c'est ces choses qui sont en train d'être faites, mais comme je l'ai dit, tant qu'on ne va pas trouver une vraie solution durable à l'alimentation des populations dans ces régions, on est toujours exposé à ce risque. Tu veux dire quelques mots sur
Oui, voilà, non, je voulais dire qu'en fait, oui, le rôle des femmes est très important dans l'agriculture, même si on ne leur donne pas le crédit qu'il faut là-dessus. En gros, tout ce qui est petits animaux, d'abord, c'est toujours l'apanage de la femme et des enfants. C'est-à-dire, je parle donc d'élevage de poules, de lapins ou de petits ruminants. Souvent, dans les élevages, souvent, c'est du ressort de la femme dans le couple. La chose la plus intéressante, c'est qu'elle s'occupe surtout de la transformation. C'est elle qui font la transformation, c'est elles qui font donc le commerce, la commercialisation des produits de la ferme, essentiellement. Et j'ai récemment, je pense que l'USAID a récemment lancé un projet en Afrique dans la zone du Sahel, là notamment, parce qu'on cherchait à voir comment on pouvait encore améliorer donc les revenus des femmes, parce qu'elles assurent, c'est vrai, la commercialisation des produits, mais ça ne veut pas dire que les revenus voilà, le reste. Donc on a essayé d'imaginer d'autres types d'activités qui devaient leur permettre, voilà, elles-mêmes de pouvoir garder les revenus tirés. Et ça s'est traduit notamment par la production de fourrage. Parce qu'à des moments donnés de l'année, comme on a vraiment des vrais besoins, donc on a essayé de leur faire développer des champs de fourrage. Et ces fourrages-là donc sont vendus afin de leur permettre elles-mêmes de pouvoir garder ces revenus, quoi. Donc c'est ce que je peux vous dire sur ce point-là. Bonjour. Pardon. J'aurais une question pour Monsieur Debar. Vous avez mentionné tout à l'heure la révolution verte du coup, qui s'est déroulée en Asie et en Amérique latine. Et à votre avis, quels sont les facteurs qui ont empêché l'Afrique subsaharienne d'accéder à cette révolution ? La question que vous posez occupe encore pas mal d'économistes et de chercheurs et de politologues. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Si je devais en citer qu'un, manifestement, je crois que quand on regarde l'histoire, mais quand on regarde aussi le présent, il y a la question de l'État, du rôle de l'État, du pouvoir de l'État, ou malheureusement plutôt de sa faiblesse et son incapacité à créer un cadre général pour le changement. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui va concourir à faire en sorte que quand on a une innovation, elle va pouvoir atteindre les petits agriculteurs, ce qui pose des questions très pratiques de l'ordre de la distribution, de l'organisation du crédit, de l'organisation des marchés, d'avoir des infrastructures qui permettent, une fois qu'on a produit, de pouvoir vendre, etc. Et plus généralement, encore peut-être également, de faire respecter un certain nombre de règles sur des contrats, sur le fonctionnement des marchés en général. Donc voilà. C'est un facteur c'est peut-être le premier facteur qui me vient à l'esprit. Encore une fois, c'est un sujet de débat. La réponse qu'on apporte à votre question a des conséquences aussi sur la manière qu'on a de regarder ce qu'il faut faire aujourd'hui. Quels sont les freins, et je pense que malheureusement, dans un certain nombre de cas, là encore, même s'il y a eu un regain d'intérêt de beaucoup de gouvernements africains pour l'agriculture, ma perception, c'est qu'on est loin du compte, que l'agriculture souffre encore aux yeux de beaucoup de pouvoirs publics africains d'une mauvaise image. C'est un petit peu le secteur dont tout le monde a envie de partir parce qu'on gagne mal sa vie, ce qui est vrai pour la plupart des gens. Alors évidemment, il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que le rôle de l'État, il y a également ce que les acteurs, les agriculteurs, les industries, etc. font. Mais manifestement, le cadre qui doit être créé par l'État, malheureusement, est souvent déficitaire. Mais Lionel, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, mais je suis d'accord, tout à fait d'accord avec toi que ça a été quand même on va dire un vrai manque de volonté politique dans certains pays. Certains pays ont quand même essayé de tirer un peu leur épingle du jeu. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, quand même, où la production agricole a relativement pris et se maintient à des niveaux de production encore très élevés. Juste quand même pour dire que
en ce qui concerne donc l'utilisation notamment donc des pesticides, aujourd'hui il y a quand même certaines zones, certaines régions où on a de vrais problèmes de pollution environnementale, notamment au Ghana où l'utilisation anarchique donc de certains pesticides, où on a des taux vraiment très élevés actuellement dans certains plans d'eau se manifeste déjà. Donc on a des poches où on a de vraies difficultés et tout, et donc ça nous ramène un peu à cette question qu'on avait évoquée tout à l'heure, donc de l'intensification durable à laquelle il faut vraiment penser, profiter donc de l'expérience donc des pays développés où ça a mené à des situations difficiles, pour voir également quelle est la meilleure option à choisir pour éviter donc de se retrouver dans la même situation, quoi. Donc c'est ce que je peux dire. Pardon. Oui, hop. Une question, je sais pas. Si j'ai bien compris, donc l'obésité est un des éléments qui entre donc dans la détermination du seuil de faim ou de pauvreté. Donc, est-ce que vous avez des indices dans la zone MENA, des pays les plus touchés par l'obésité? Indice de quoi? Indice c'est-à-dire que vous avez dit que l'obésité entre dans la détermination de critères de faim et de pauvreté. Donc, dans la zone MENA, quels sont les pays les plus touchés en matière d'obésité? J'ai pas des chiffres. J'ai pas les chiffres ici. La perception qu'on en a, c'est que la plupart des pays sont touchés. Enfin, c'est vraiment une vague, si on peut dire, qui est maintenant structurelle et touche tous les pays. Alors après, les pays sont plus ou moins affectés pour différentes raisons, mais tous les pays sont touchés. Et puis je voulais juste faire une remarque par rapport aux droits des femmes en Afrique. C'est que l'accès à la terre est aussi très compliqué pour des questions juridiques d'héritage. Et donc les femmes n'ont pas la possibilité souvent d'avoir des exploitations en leur nom propre. Je suis d'accord, l'affaire c'est d'ordre culturel, c'est d'ordre légal et tout, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, ça c'est certain, pour améliorer cela. Je crois qu'il y en a une déjà là. Oui, pardon. Hi. I was. Thank you for your presentation, by the way. Very important subject and very critical for the lives of so many tens of millions of people. I was sort of surprised that when you were mentioning some of the key factors in terms of improving the livelihood of subsistence farmers in Africa, that you didn't mention financing and you didn't mention technology. And we've seen that these two factors are playing a bigger role in helping to improve the situation in Africa. In particular, availability of microfinancing, which is helping small-scale farmers to better kickstart their businesses. And then technology, a lot of applications, technology through companies like Kickstarter or others, introducing non-traditional farming techniques that are really having a big impact. So could you comment on those two factors and if you're utilizing those more effectively? There are also a lot of online apps that are working. You know, there's a famous app called iCow, which has been having a big impact on individual small-scale farmers in terms of helping them with their cows. So a lot of things like that. Maybe you can comment. Non, mais bon, c'est toujours un petit peu la difficulté quand on présente un tableau général. On a tendance, bien sûr, à simplifier et évidemment à oublier certaines choses. Mais quand vous mentionnez l'importance de la technologie, évidemment, elle est phénoménale, cette importance. Elle est énorme. Et ce qu'il faut préciser, j'aurais dû le dire dans le tableau général, c'est que si on prend l'exemple, par exemple, de la téléphonie mobile et tout ce qui s'est construit
l'écosystème de services. Alors je parle de l'agriculture spécialement, je ne parle pas évidemment en général, vous savez ça, mais bon, l'Afrique connaît depuis plusieurs années une explosion véritablement de l'utilisation de téléphonie mobile, et il se trouve qu'en agriculture, plus spécialement, ça a des répercussions fortes. D'abord, ça a des répercussions parce que, tout simplement, beaucoup de personnes vivant dans le monde rural en général ont accès assez brusquement, ils n'ont plus à attendre un téléphone en ligne fixe qui ne viendra jamais de toute façon, et tout d'un coup découvrent voilà, les moyens de communiquer et les services qui vont avec. Alors quels services vont avec? Par exemple, c'est très important, le fait de pouvoir se renseigner sur les marchés, sur les prix de marché. En quelques clics, comme vous le savez aujourd'hui, voilà, tiens, quel est le prix du manioc à 20 km ou à 150 km d'ici, et puis voilà. Tout ce qui tourne autour de ça pour l'achat également d'intrants, pour un ensemble de choses. Donc, ce n'est qu'un exemple, c'est un exemple fondamental, mais d'une manière générale, bien sûr qu'il se passe énormément de choses. Il y a énormément d'innovations. Mais, si vous voulez, une réserve, il y a plusieurs choses. Toute innovation, il faut qu'elle atteigne l'agriculteur. Et atteindre l'agriculteur, c'est à la fois ces différents facteurs. Ça peut être une question de prix, donc de crédit. Ça peut être aussi, sachant que ce n'est pas exclusif l'un de l'autre, une question de vulgarisation, de services de vulgarisation. Qu'il existe différents canaux qui font connaître la nouvelle technologie, qui permettent à l'agriculteur de se dire, bon, moi j'ai envie d'essayer ça, voilà, est-ce que je peux avoir plus de renseignements, en quelque sorte, comment je vais faire, etc. Donc également toute une notion d'accompagnement, une notion de politique publique aussi, parce que c'est quelque chose qu'on oublie parfois. L'innovation, c'est à la fois souvent un avantage potentiel, un bénéfice potentiel qui arrive, mais c'est aussi un risque, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, et on quitte quelque chose qui peut-être était moins performant, mais au moins qu'on connaissait, qui apportait une certaine stabilité. Et puis là, brusquement, on vous dit peut-être, si vous changez votre système de production, si vous faites ci, si vous faites ça, vous allez pouvoir multiplier votre rendement par 2. Très bien. Alors d'abord, il faut le croire, ce qui n'est pas toujours en soi si évident que ça. Et puis, même si c'est véritablement le cas, il faut véritablement ensuite pouvoir faire le pas, sauter le pas, accepter de le faire. Or, on parle d'agriculteurs pour lesquels le moindre euro ou franc CFA est quelque chose d'absolument énorme. Et donc, il y a un risque énorme à faire de l'innovation. Donc, il faut être accompagné. Mais la technologie existe, elle existera de plus en plus, et c'est fort heureux, bien sûr. Je vois Sandra qui nous fait des signes qu'il faut arrêter. Moi, je voudrais revenir sur cette chose dont en particulier la presse française s'est fait l'écho. En Afrique australe, cette épidémie de chenilles processionnaires. Est-ce que il y a alors d'abord, quelle est la réalité de ça? Est-ce que ça risque de s'étendre lorsque ces chenilles de printemps se transformeront en papillons, etc. Est-ce qu'on peut commenter là-dessus? Parce que ça a été surtout la presse française qui s'en est fait l'écho. J'ai regardé sur le site de la FAO, il n'y a pas un mot là-dessus. Donc j'aimerais bien savoir de vous deux ce qu'il en est à votre avis. D'accord. Oui, en fait, c'est un véritable problème qui a démarré déjà en Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Et donc, depuis quelque temps, on a la même situation au Ghana et au Bénin. Et les États ont pris des dispositions, notamment en ce qui concerne le Bénin, par exemple. Ça a été donc de mettre en branle tous les services d'agriculture pour essayer de contrôler. Ça touche essentiellement les céréales, les champs de céréales qui sont détruits, le maïs qui est complètement bouffé de l'intérieur donc par les chenilles et tout. Et donc c'est un problème qu'on est en train de prendre vraiment assez au sérieux parce qu'on est en train de savoir que ça va impacter sérieusement les prochaines récoltes. Et donc pour ce qui est du Bénin, comme je le disais, le ministère de l'Agriculture a demandé à ce que ces services prennent le problème à bras-le-corps et on est en train de faire donc du contrôle dans les champs qui sont touchés en faisant de la pulvérisation
de l'État. Voilà, le rôle de l'État dans ce sens-là, parce que sans ça, je pense qu'il y a un vrai risque qu'il y ait une menace sur la... Ça pourrait faire peser une menace sur la sécurité alimentaire si on y prend en garde, quoi. Oui, ça, je suis d'accord. Juste une réflexion là-dessus pour dire qu'en fait, on a parlé avec Lionel de l'agriculture durable et il y a beaucoup de raisons d'essayer d'aller vers l'agriculture durable. Mais l'exemple que vous citez, Robert, ça montre bien que voilà, il nous faut aller vers des systèmes de lutte contre les ravageurs de manière générale, qui soient à la fois beaucoup plus doux, si je puis dire, dans la durée, et ça c'est véritablement une réorientation profonde qui pose des tas de questions à tout le monde, mais également, surtout, garder les moyens ou acquérir encore d'autres moyens de pouvoir frapper fort à certains moments et vite. Voilà. Et donc, dans tous les débats dans l'agriculture durable, il faut faire très attention. Souvent, on a un peu l'impression que ça y est, on va réorienter pour le meilleur, dans le meilleur des mondes. Voilà. Oui, bien sûr qu'il faut aller dans la direction de minimiser les impacts. Et en même temps, attention, ne rêvons pas. On a besoin, par moment,